Si ça vous regarde, ça nous regarde. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de société. Avant l'émergence du Covid en 2020, il était souvent question d'une autre pandémie, celle de la maladie de Lyme. Que 50 000 nouveaux cas chaque année en France pour certains, 150 000 pour d'autres. Qu'en est-il aujourd'hui des connaissances médicales sur cette maladie vectorielle transmise par les tiques et qui peut être très fortement invalidante? Maladie particulièrement sournoise, objet selon de nombreux malades d'un véritable scandale sanitaire. Deux invités sur notre plateau pour en parler cette semaine. Marie-Félix, bonjour. Bonjour. Vous êtes porteuse de la maladie de Lyme depuis l'âge de 20 ans. Oui, On ne vous connaît pas dans les Vosges puisque vous venez précisément chez nous pour absolument. dédicacer ce livre. Alors c'était en fin de semaine dernière à la librairie au Moulin des Lettres. Marie-Félix, Lyme, si les malades savaient, si les médecins pouvaient. J'ai envie de dire presque tout est dit dans ce titre, comme presque tout est dit dans le titre de cette émission que j'ai intitulé Maladie de Lyme, un jour peut-être on saura. On va se détailler tout ça. Catherine Fèvre, bonjour. Bonjour. Avocat au barreau d'Épinal et avocate avec votre confrère donc de Julien Fournet de Lyme Action. Lyme Action, c'était quoi? C'est toujours une C'est toujours. action regroupée de malades qui vise à agir dans les tribunaux judiciaires en contestation de la validité des tests de dépistage de la maladie de Lyme. Les tests de dépistage, un des thèmes d'actualité, un des thèmes polémiques et d'importance évidemment autour de cette maladie. Donc cela fait une bonne dizaine d'années que médecins et associations de patients tirent la sonnette d'alarme, mais beaucoup d'inconnus demeurent, comme on l'a dit, sur la maladie de Lyme et sur son traitement. Une maladie toujours pas reconnue comme maladie chronique, en France en tout cas, parce qu'aux États-Unis c'est le cas, certes depuis peu, mais c'est le cas. La dernière actu au sujet de la maladie de Lyme, ce n'est pas une nouveauté, ça a déjà été fait précédemment, mais c'est le dépôt à l'Assemblée nationale par le député vosgien Stéphane Viry d'une proposition de résolution afin de créer un véritable plan d'action concrète sur cette maladie. Marie-Félix, je me permets de vous faire une petite bio de vous. Vous êtes fille de forestier en Bretagne, vous avez contracté la maladie à l'âge de Oui. 20 ans. Depuis, vous vivez avec, ou plutôt vous survivez. Vous venez de publier donc ce livre témoignage, Si les patients savaient, si les médecins pouvaient, aux éditions Rue de Seine. Vous êtes enseignante en SVT en collège, en région parisienne. Vous avez donc une certaine culture scientifique. Ce livre est à mi-chemin entre témoignage et enquête dans ce que vous décrivez comme un véritable labyrinthe. J'ai une première question, Oui. Marie-Félix. Comment allez-vous? Bien. Bien, mais je suis tout à fait consciente qu'une épée de Damoclès en permanence est au-dessus de la tête des personnes qui sont en rémission. Voilà, je m'estime en rémission du fait donc d'un traitement assez récent. Ça fait 3 ans que je suis en rémission. Mais je sais très bien que la rechute, comme pour beaucoup d'entre nous, on a des moments d'apaisement, on va dire, et puis on a toujours la crainte d'un retournement de situation. Alors, vous êtes une de ces malades atteintes, évidemment, d'une forme chronique de Lyme, Oui. même si officiellement, on ne peut pas parler de maladie chronique, mais pourtant, 40 ans que vous vivez, près de 40 ans que vous vivez avec la maladie. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai effectivement des parents qui étaient forestiers, mais autre particularité, ils étaient tous les deux médecins. Et mon père, de par ces deux, si on peut dire, professions, avait une double raison d'être alerté tôt par l'existence de cette maladie. Donc dès les années 80, il en était conscient, mais ce qu'il savait de la maladie était tellement frustre que lorsque j'ai développé des symptômes, bien que nous nous fassions régulièrement piquer par les tiques, il n'a pas du tout eu idée que ça puisse être la maladie de Lyme. D'une part parce qu'il était persuadé que cette maladie était comment dire, sectorisée sur la partie est de la France, Mhm. et nous, la forêt était à l'ouest. Et de surcroît, les signes cliniques que j'ai développés n'étaient pas forcément les plus stéréotypés de la maladie, à savoir je n'avais pas de douleurs articulaires manifestes et je n'avais pas non plus une fatigue chronique fréquemment décrite par les patients. Mais j'ai quand même développé des sciatiques atypiques, des problèmes de bras, de névralgie, de vertiges très invalidants. Bon, un cortège de mots qu'on a assez rapidement mis sur le compte d'une maladie psychosomatique et d'un caractère psychologiquement un peu faible. Catherine Fèvre, j'ai envie de dire, Marie-Félix a déjà dit beaucoup de choses sur le contexte autour de cette maladie. Énormément d'inconnus, toujours, même 40 ans après. Et puis surtout, voilà,
la prise en charge et surtout le premier regard du médecin sur ces symptômes? Alors je dirais que les choses ont quand même un petit peu évolué parce que cette problématique, un certain nombre de professionnels, de médecins, de malades, d'associations s'en sont saisis depuis maintenant plus d'une dizaine, une quinzaine d'années. Et on a obtenu, à force d'action, quand même des nouvelles recommandations de bonnes pratiques qui ont été édictées par la Haute Autorité de Santé en juin 2018, qui ouvrent la porte à la reconnaissance de la maladie de Lyme chronique. Juin 2018. Voilà. C'est hier. C'est hier. Et comme je l'ai dit en introduction, il y a eu en 2020 la pandémie du Covid, où, grosso modo, ça a été statu quo pendant 2-3 ans. Absolument. Et c'est vrai que cette pseudo-maladie chronique, pseudo-reconnue, parce que c'est quand même pas aussi simple, s'appellerait le SPPT, le syndrome persistant polymorphe post-piqûre de tique, qui s'organiserait autour d'une triade de symptômes, des manifestations neurologiques, articulaires et un grand état de fatigue, avec une possible exposition aux piqûres de tique. Cette partie des recommandations a été totalement décriée et contestée par les communautés savantes, les sociétés savantes, au rang de lesquelles figure la SPILF, la Société de pathologie d'infection de la langue française, qui a accepté la première partie des recommandations sur le maintien du dépistage de la maladie de Lyme en 2 temps, d'abord un test ELISA puis un test de confirmation Western blot, mais qui a rejeté cette présence du SPPT, parce qu'en fait, la HAS a reconnu, la Haute Autorité de Santé, a reconnu que sur une base clinique d'observation, on pouvait placer les malades sous des traitements d'épreuve. Et ont été mis en place sur toute la France des centres référents maladie de Lyme, des centres de compétences pluridisciplinaires où on est censé prendre en charge les malades dans leur globalité. Alors sur le papier, c'est parfait. En pratique, en tout cas moi de ce que j'en vois et de ce que les malades me disent, puisqu'il y en a un certain nombre que je défends dans d'autres contentieux à titre individuel, on en est toujours au même point. C'est-à-dire qu'à quelques exceptions près, les médecins s'en tiennent au premier test ELISA, qui la plupart du temps, et notamment chez les malades chroniques ou vraiment infectés de manière tardive, ressort négatif, et y compris dans certains centres de référence, on vous demande un premier test de confirmation positive. Ça veut dire qu'on vous ferme la porte avant même de vous avoir observé sur un plan pluridisciplinaire. Donc on est dans une forme d'hypocrisie qui est quand même très douloureuse pour les malades qui ont été totalement abandonnés, et d'autant plus depuis la crise Covid en effet. Alors, crise Covid qui aura eu cet avantage peut-être, ce petit point positif de de poser un nouveau regard peut-être sur cette maladie de Lyme. Marie-Félix, la maladie de Lyme, elle peut être une maladie asymptomatique. Tout à fait. Vous-même, évidemment, vous avez mis des années à avoir un diagnostic et un petit mot également sur les symptômes, la caractérisation évidemment de cette maladie est très très diverse selon les personnes atteintes. Alors, je crois, hélas, jamais été asymptomatique. C'est-à-dire que mon système immunitaire ne m'a pas permis de juguler longtemps, ou même peut-être pas du tout, l'infection. Alors, par rapport aux symptômes qu'on peut avoir, effectivement, ils peuvent être multiples, de l'ordre d'une centaine, paraît-il, avec des plus patents, des plus révélateurs de la maladie que d'autres. Cependant, même si moi, j'avais des signes, donc je disais un petit peu atypiques, puisque je n'avais pas d'arthralgie d'une part au niveau des articulations, donc, ni de fatigue chronique, le premier spécialiste Lyme, j'ai envie de dire, en qui j'ai eu confiance, m'a dit, si on ne dit pas de vous que vous avez Lyme, de qui le dira-t-on? Parce que j'étais vraiment hautement Lymée et avec des signes qui ne trompaient pas les spécialistes. Mais je redis que ma maladie date de tellement longtemps que les connaissances étaient quand même assez frustres. Ceci étant, malgré, donc là je parle de 2018, lorsque je suis allée dans un centre de référence ou de compétences dont parlait Madame Fèvre. Là, vous mettez tout de suite des guillemets, on va en reparler. Oui. Là, il y a eu... comment dire, oui, ils étaient un petit peu dubitatifs sur est-ce qu'il y a Lyme, est-ce qu'il n'y a pas Lyme. Et de toute façon, dès lors qu'on vous a donné le traitement recommandé par la Haute Autorité de Santé, est-ce que vous voulez bien, s'il vous plaît, nous dire que vous êtes guéri au terme des 4 semaines, quoi qu'il arrive. Voilà. Ce qui n'a
pas été le cas. Ce bien qui n'a évidemment. absolument pas été le cas. J'ai même eu aucun bénéfice à ce traitement. Et le médecin en qui j'avais confiance, qui m'a suivi après, m'a dit que de toute façon, effectivement, mon Lyme était trop solidement ancré pour qu'on puisse espérer une amélioration avec un si petit traitement, selon lui. Ce qui vous a amené vers des traitements de médecine alternative, non occidentale. Combien de traitements, j'ai envie de dire, officiels, réglementés, vous avez suivis tout au long de votre vie? Alors, c'est une vie thérapeutique qui ne commence qu'en 2018, Mhm. puisque j'ai été dépistée fort tard. Mais j'ai commencé avec le traitement de la Haute Autorité de Santé, enfin recommandé par la Haute Autorité de Santé, c'est-à-dire 4 semaines d'une mono-antibiothérapie, Mhm. qui n'a eu aucun effet. Puis le deuxième médecin qui, lui, reconnaissait le Lyme chronique, m'a donné un traitement très lourd, du coup, d'antibiothérapie et d'antifongiques, qui n'ont pas eu d'effet non plus, mais lui était assez, comment dire, peu optimiste. Il me l'a donné par acquis de conscience, mais il était assez peu optimiste. Et il connaissait très bien l'aromathérapie, donc on a effectivement enquillé là-dessus, et on s'est aperçu que je répondais beaucoup mieux, en fait, à un traitement, on va dire, d'antibiotiques naturels plutôt que d'antibiotiques de synthèse. Mhm. Et donc, on a commencé ainsi pour essayer d'être succincte, parce que ça a été quand même effectivement un labyrinthe. Un labyrinthe. Et alors, on va dire aujourd'hui, où je vous ai demandé en début d'émission comment vous alliez, vous allez mieux, vous avez quelques doutes sur la longévité de Absolument. cela. Grosso modo, comme vous avez dit, c'est une véritable épée de Damoclès. On va préciser, aujourd'hui, vous êtes prise en main par un médecin évidemment non occidental, Oui. à savoir même sénégalais, on va le dire. Oui. Le traitement consiste en quoi pour que vous vous sentiez bien? Je ne sais pas. Je lui fais confiance. Donc, en fait, il m'envoie une phytothérapie Mhm. par voie postale. Et eh bien, je lui fais confiance. On a des échanges mails fort nombreux. Lorsque le bateau tangue un peu, il essaye de le remettre voilà, droit. Mhm. Et on s'en sort ainsi. Et je ne pensais pas je ne me suis jamais aussi bien portée depuis l'âge de mes 20 ans. Voilà. Sachant cependant que je sais très bien que je ne suis absolument pas guérie. Vous pensez que ça tiendra 1 an, 2 ans maximum? Non, Au regard de votre expérience? non, je n'ai aucune anticipation. Ça fait 3 ans que ça tient. J'ai eu une petite rechute là, il y a 1 mois et demi. Je pense qu'on a réussi à remettre les choses d'équerre dans Mhm. les rails. Pour combien de temps? Je ne sais pas. J'ai eu, de par l'écriture du livre, il y a certaines personnes qui m'écrivent. Et une personne m'a écrit en disant qu'elle avait, elle aussi, 40 années de maladie de Lyme derrière elle, ce qui est somme toute assez rare, et qu'elle avait eu des rémissions de 10 ans, puis une replongée de 10 ans, puis une rémission de 10 ans, puis une replongée de 10 ans. Voilà. Catherine Fèvre, quel regard vous portez sur le parcours de malade de Marie-Félix? Bah, malheureusement, c'est un parcours qui est habituel, cette errance médicale à laquelle sont confrontés la plupart des malades, à quelques exceptions près. Il y a quelques exceptions qui sont prises en charge suffisamment tôt pour que la maladie ne s'enquiste pas. Mais sinon, ils décrivent tous cette difficulté, à être entendu dans la description des symptômes, 2, à être pris au sérieux, et 3, à être pris en charge, parce qu'effectivement, on évacue... Alors, nous, on est dans une forme d'hypocrisie, si vous voulez, parce que on a agi sur le plan juridique pour venir démontrer que les actuels tests de dépistage sont défaillants. On ne nous dit pas du tout, vous n'apportez pas la preuve d'un défaut de sorte qu'ils sont toujours en vigueur, validés par les autorités de santé, passez votre chemin. En réalité, le test n'est qu'une aide au diagnostic. Notamment parce qu'il n'y en a pas d'autres qui sont proposés. Exactement. D'où C'est la un sujet. suspicion, évidemment, d'accointance entre les autorités sanitaires et certains laboratoires. Alors ça fait partie du deuxième volet, mais c'est qu'on a fait des tests qui étaient au départ le diagnostic, une aide au diagnostic. Mhm. On a reporté la responsabilité du diagnostic sur les médecins, sauf que pour avoir défendu beaucoup de médecins qui s'étaient, entre guillemets, spécialisés dans la prise en charge de la maladie de Lyme, eux-mêmes, quand ils ne se calaient pas sur les résultats des tests, étaient poursuivis par leurs ordres et sanctionnés.
et poursuivis aussi par les caisses de sécurité sociale. Donc on est dans un cercle totalement vicieux où on se renvoie la question du diagnostic et on ne donne pas de réponse aux malades. Donc ce parcours d'errance, il est toujours d'actualité, sauf si vous avez la chance à un moment donné de croiser un thérapeute ou un médecin qui va être un peu plus ouvert qu'un autre et qui va surtout vous écouter et vous traiter au global, parce que c'est ça la question. On va voir quelques images de Christian Perron, un médecin d'importance évidemment dans cette affaire de la maladie de Lyme. Donc, il a été chef du service bactéries et infectiologie à Raymond Poincaré en région parisienne. Il était venu à Thaon-les-Vosges à l'invitation des forestiers privés. On va en voir quelques images. Christian Perron qui a été très simplement blacklisté par toutes les autorités sanitaires compétentes aujourd'hui, à l'instar d'un Didier Raoult en ce moment. D'ailleurs, a priori, certains dénoncent quelques accointances entre ces deux médecins. Pour autant, Catherine Febvre, il représentait la caution scientifique du combat aujourd'hui mené par les malades contre Lyme. Professeur Perron, chacun peut en penser ce qu'il en veut, ça appartient à chacun. Ce qui est certain, c'est qu'il a œuvré pour les malades sur le terrain pendant plus de 20 ans. Et que c'est un scientifique. Donc après, aujourd'hui, on peut refaire l'histoire, mais c'est quelqu'un qui, évidemment, a fait avancer les choses. Moi, je dirais qu'il y a eu plusieurs leviers. Il y a eu la communauté des malades, il y a eu les actions judiciaires qui ont clairement modifié le rapport de force entre les autorités de santé et les malades, et il y a eu, en effet, l'équipe du professeur Perron qui a permis d'expliquer les choses. Et c'est ce qui a permis d'arriver et d'obtenir ce plan national de lutte contre la maladie de Lyme. Nous, on a délivré nos assignations en justice courant de l'été 2016. En septembre 2016 de mémoire, ce plan était annoncé et on était conviés avec d'autres, et notamment le professeur Perron et les différentes associations, aux différents comités de pilotage qui permettaient de travailler selon différents axes. La prévention, ça c'est la seule chose qui fonctionne à peu près aujourd'hui. On voit des panneaux à l'entrée des forêts, très bien. On voit des animations auprès des enfants sur l'ensemble des maladies véhiculées par les tiques, dont la maladie de Lyme. Voilà, donc le volet prévention, le volet dépistage, et le volet recherche. Et nous, on était très insistants sur la question du dépistage, qui est quand même le point de départ crucial, et la recherche, puisqu'effectivement, il faut développer de nouveaux outils diagnostiques. Et un certain nombre de budgets avaient été alloués, insuffisants évidemment. Malheureusement, tout ça est resté au point mort aujourd'hui. Et notamment, le Covid a rebattu certaines cartes indéniablement. Pour autant, Marie-Félix, je veux dire, l'appréhension, l'appréciation par les autorités sanitaires aujourd'hui du Covid long vous donne espoir. Alors, il y a eu par rapport à la reconnaissance potentielle de la maladie de Lyme chronique. Oui, il y a eu un rapport parlementaire sur lequel d'ailleurs mon livre s'appuie en partie, qui effectivement note que les symptômes du Covid long et les symptômes de la maladie de Lyme ont une certaine convergence, ou une convergence certaine. Et comme le Covid long est reconnu maintenant depuis janvier, de manière légale, il y a eu une loi de reconnaissance du Covid long, on espère qu'il y ait un glissement qui se fasse sur la maladie de Lyme et qu'elle-même soit reconnue dans sa forme longue, c'est-à-dire sa forme chronique. Donc, effectivement, le Covid long va peut-être de manière indirecte servir notre cause, on va dire ça comme ça. Catherine Febvre, vous l'avez évoqué tout à l'heure rapidement, là où le bas blesse toujours aujourd'hui, c'est sur l'aspect recherche. Sur l'aspect recherche, alors moi je ne fais plus partie de ces comités de pilotage. La Haute Autorité de Santé devait revoir les différentes équipes et la synthèse des remontées d'informations des centres de compétences qui ont été mis en place sur le territoire à 6 mois, puis tous les 2 ans. 2018-2023, on n'a pas eu de retour. On a eu une forme de boycottage des sociétés savantes et puis un blackout. Donc effectivement, aujourd'hui, je pense que Lyme est devenue la cause la plus, secondaire, et qu'on n'a pas alloué de budget. Et puis, on n'a plus, malheureusement, de scientifiques qui se battent sur ce terrain-là. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui se sont découragés, qui se sont retirés, certains qui sont décédés, de sorte que les malades se retrouvent vraiment en pénurie de prise en charge. Mais ça, c'est dramatique. L'aspect judiciaire pur et dur, rappelez-nous la procédure regroupée que vous avez initiée donc avec votre confrère Julien Fournet. Elle est en appel ?
avec Julien Fouret, oui. Fouret, pardon. Oui, elle est en appel devant la Cour d'appel de Paris. On a déjà obtenu une première décision de la Cour d'appel de Versailles qui malheureusement ne nous a pas été favorable, mais qui repose sur quelque chose qui est paradoxal, c'est-à-dire qu'il considère juridiquement que l'état de l'art était constitué par cette conférence de consensus de décembre 2006 qui fixe un petit peu les règles du dépistage et de la prise en charge de cette maladie. Or, cette conférence de consensus, elle a été établie par une société savante qui s'appelle la SPILF, qui est une société privée, Société de pathologie d'infection de la langue française. Privée et à ce titre intéressée directement à travers différentes opérations par les laboratoires, qui peuvent être une forme de sponsor. Normalement, les recommandations de bonne pratique, c'est codifié par le Code de la santé publique, sont édictées par la Haute Autorité de Santé, qui est une autorité administrative indépendante, publique. Donc on s'est battu pendant des années pour obtenir ces recommandations qui sont parues en juin 2018. Et pour autant, les tribunaux considèrent que l'état de l'art était fixé alors même que cette conférence de consensus n'est pas opposable sur le plan juridique, si vous voulez, puisqu'elle n'a jamais été édictée officiellement. Donc c'est le débat qui nous reste aussi à trancher. Après, la preuve qu'on doit apporter du défaut des tests, c'est une preuve éminemment scientifique. On n'est pas fabricant de tests, évidemment. Il est évident que si les recherches s'arrêtent sur d'autres pistes diagnostiques, ou ce qui était proposé à un moment donné au cours des comités de pilotage qui avaient lieu au ministère de la Santé, c'était de squeezer l'ELISA et de faire directement le deuxième test, le test ELISA, le test de première intention, qui est souvent celui qui bloque, pour faire directement le second et rechercher en fait l'ADN de cette bactérie de la borréliose de Lyme, plutôt que de chercher statistiquement si vous êtes exposé ou pas. Parce que le drame quand même de ces tests, c'est qu'on est sur une évaluation statistique. C'est-à-dire que, je rejoins ce qui était dit tout à l'heure, vous habitez dans les Vosges, on sait qu'il y a une plus forte prévalence, tout simplement parce que c'est plus boisé que par exemple en Bretagne. Sauf qu'on a autant de maladies de Lyme en Bretagne que dans les Vosges. En tout cas, c'est tout à fait possible. Mais statistiquement, votre test dans les Vosges, il va être calibré de telle manière qu'il sortira peut-être plus positif qu'en Bretagne. Donc si vous faites tester le même malade à 3 jours d'intervalle dans 2 régions différentes, vous n'obtiendrez pas le même résultat. Donc c'est quand même aberrant. Ce qui paraît assez dingue, effectivement. C'est dingue. Mais on nous explique scientifiquement que tous les tests de technique ELISA, parce qu'ils ne fonctionnent pas que pour la maladie de Lyme, fonctionnent sur ces biais statistiques. C'est comme ça que scientifiquement ça fonctionne. Oui, Marie-Félix, dans notre région, 2 centres de référence, Strasbourg et Nancy. Un petit mot sur ces centres de référence sur lesquels vous êtes assez critique, me semble-t-il. Alors, j'en ai consulté un. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert, parce que j'étais absolument ignorante de cela, la notion de Lyme chronique. Puisque j'ai assisté à une consultation, enfin j'ai participé à la consultation au sein de laquelle le professeur s'est mis en colère seul. C'était pas du tout dirigé à mon encontre. Donc il s'est mis en colère seul à l'encontre de ses confrères qui n'étaient donc pas dans la pièce et qui, eux, défendaient le Lyme chronique. Et c'est lui qui m'a donné donc ces 15 jours d'antibiotiques ou 3 semaines d'antibiotiques qui n'ont eu aucun effet. Et lorsque je lui en ai fait part, ça s'est arrêté là. Malgré deux séries de mails que j'ai, deux mails que j'ai envoyés, dont l'une avec sa secrétaire, par sa secrétaire, qui était persuadée qu'il allait l'ouvrir, qui avait pris un biais qui faisait qu'il ouvrait toujours ceux de l'hôpital. Donc elle lui a envoyé le deuxième mail, c'était un mail sur sa boîte à l'hôpital. Et donc là, dans ce cas-là, vous n'avez plus de dialogue en fait. Votre livre, si les malades savaient, si les médecins pouvaient, je le remontre à l'antenne, c'est aux éditions Rue de Seine dans la collection Caban. Marie-Félix, Lyme, si les malades savaient, si les médecins pouvaient. Petite question, et ce sera la dernière, quid aujourd'hui de l'appréciation, on l'a vu tout au long de cette émission, de l'origine de cette maladie, à savoir les tiques. Y a-t-il des opérations scientifiques pour endiguer la présence de tiques ou la contagiosité des tiques dans l'espace naturel, Catherine Febvre? Alors là, j'en ai aucune idée. C'est quand même une petite bestiole de la famille des arachnides, des araignées, qui est très très résistante. Et comme en plus on une forme de réchauffement climatique, on ne peut plus compter sur les gelées pour les tuer dans le nid. Donc on a toute l'année des tiques.
On pense évidemment, dans une moindre mesure, aux scolites pour les arbres Oui. et aux chenilles processionnaires Ça joue. pour l'aspect urticant évidemment pour nous humains, mais forcément les conséquences sont moindres. Marie-Félix? Conséquence. Non, par rapport à la présence des tiques en milieu naturel. D'accord. Oui, effectivement, oui, le réchauffement climatique nous embête bien aussi pour ça, c'est-à-dire qu'il n'y a plus cette interruption que l'hiver imposait. Et les tiques, maintenant, autrefois on disait qu'on ne pouvait pas se faire piquer en hiver, maintenant on le peut parce qu'elles sont actives tout le temps. Donc Et- il y a une grande prolifération effectivement des tiques. D'où évidemment l'importance, on va le rappeler en fin d'émission, de s'ausculter évidemment à la fin de chaque sortie dans un espace naturel et notamment en forêt, dans les hautes herbes, etc. Sachant que, attention, on a beau s'ausculter le soir même, on peut s'en rendre compte plusieurs jours après, hein, Marie-Félix. Tout à fait, oui, oui. Et surtout, tous les stades de développement de la tique, à savoir le stade larvaire, le stade nymphe ou le stade adulte, sont contaminants. Donc les stades larvaires, une larve plantée dans le cuir chevelu, il me semble qu'on ne peut pas le voir. Donc ça veut dire, de manière indirecte, ça veut dire que même quand on n'a pas été piqué ou qu'on n'a pas l'impression de l'avoir été, on peut développer la maladie de Lyme parce qu'une piqûre peut passer inaperçue. Et vous avez le petit pins, je ne sais plus quel est le Oui. terme exact de c'est cette Voilà, couleur ça, verte, c'est- c'est voilà, l'emblème qui- évidemment de la maladie de Lyme. Exactement, c'est ça. Merci à tous les deux de votre participation à cette émission. Merci On aurait eu beaucoup de encore nous avoir reçus. pas mal de choses à dire, notamment sur l'aspect préventif, mais ça sera l'objet de reportages certainement sur le terrain très prochainement. Merci, bonne continuation toutes les deux. Merci beaucoup. Merci à vous de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.